Le 9 mars 1976, dans les Dolomites italiennes, s'est produite la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire des téléphériques. Une cabine remplie de touristes a fait une chute de 70 mètres et s'est écrasée au sol, causant la mort de 42 personnes. Sur les 43 passagers, une seule a survécu, Alessandra Piovezzana, une écolière italienne de 14 ans. Ce jour-là, vers 17h, l'un des opérateurs du téléphérique depuis sa cabine a remarqué un phénomène inquiétant. Des étincelles entre les câbles près du premier pylône. Il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. L'opérateur a tenté de contacter le centre de contrôle par téléphone, mais s'est aperçu que le téléphone ne fonctionnait pas. Quelques minutes plus tard, une tragédie impossible à éviter allait se produire. C'était une journée de mars comme les autres à Cavalese. Les touristes et les habitants faisaient du ski. Les enfants d'un groupe scolaire profitèrent de leur excursion. Rien ne laissait présager qu'un simple trajet en téléphérique allait tourner au cauchemar. Comment un système de transport ordinaire qui transportait des milliers de personnes chaque année s'est-il soudainement transformé en piège mortel? Pourquoi le système de sécurité automatique, conçu pour prévenir de telles catastrophes, n'a-t-il pas pu sauver les gens? Pour comprendre comment cette catastrophe s'est produite, il faut revenir dans les Alpes dolomitiques des années 1970 et retracer la série de circonstances qui ont conduit à l'accident le plus terrible de l'histoire des téléphériques. Cavalese est une station de ski pittoresque située à environ 1000 mètres d'altitude dans la vallée de Fiemme, dans les Dolomites, dans la province du Trentin, au nord de l'Italie. Cette ville d'environ 5000 habitants est entourée de majestueux sommets montagneux qui attirent les touristes en hiver comme en été. Dans les années 1970, l'Italie a connu un véritable boom du tourisme de ski. Des milliers d'amateurs de sports d'hiver venus d'Allemagne, d'Autriche, de France et d'autres pays européens ont afflué dans les Alpes italiennes, attirés par les magnifiques pistes, les infrastructures de qualité et les prix relativement abordables. À cette époque, l'économie de Cavalese et de toute la région du Trentin dépendait fortement du tourisme. Selon les estimations de l'époque, le secteur touristique représentait jusqu'à 30 à 40% de l'économie régionale. Les pistes de ski du mont Sermis, appelées Alpes Sermis par les habitants, étaient le joyau de la station et étaient accessibles grâce à un système de téléphérique qui allait devenir le théâtre d'une tragédie. Le téléphérique du mont Sermis a été construit par la société italienne Falck Acciaierie Ferrière Lombarde en 1968 et n'était en service que depuis 8 ans au moment de la catastrophe. Il s'agissait d'un système de téléphérique aérien, aerial tramway, typique de l'époque, d'une longueur d'environ 4,5 à 5 km. Elle reliait la station inférieure de Cavalese, à 1000 mètres d'altitude, au sommet de l'Alpe Sermis, à environ 2000 mètres, où se trouvaient les pistes de ski. Entre les deux, la station intermédiaire d'Os dei Laresi servait à la fois au transfert des passagers et aux besoins techniques. La configuration technique du téléphérique consistait en 2 cabines se déplaçant dans des directions opposées. Chaque cabine était de forme rectangulaire avec des fenêtres panoramiques offrant aux touristes une vue imprenable sur les montagnes environnantes. La construction était standard, une structure métallique avec une coque légère en aluminium fixée à un chariot massif de 3 tonnes qui assurait le mouvement le long des câbles. Le système utilisait 2 types de câbles, un câble porteur sur lequel était suspendue la cabine et un câble tracteur qui la mettait en mouvement. Le téléphérique était conçu pour transporter jusqu'à 40 personnes dans une cabine, ce qui en faisait un système très performant capable d'accueillir des centaines de touristes par jour en haute saison. La saison hivernale dans les Dolomites s'étendait de décembre à avril et c'est à cette période que le téléphérique fonctionnait à pleine capacité. Depuis son ouverture en 1968 jusqu'en mars 1976, le système a fonctionné sans incident majeur. Cependant, comme on le verra plus tard, cette tranquillité était trompeuse. En coulisses, des signes avant-coureurs apparaissaient. Les câbles se croisaient à plusieurs reprises, déclenchant le système de sécurité, mais les opérateurs considéraient cela comme une situation courante, ne nécessitant pas d'attention particulière. Le 9 mars 1976, c'était une journée normale de la saison de ski à Cavalese. Le ciel était dégagé, un vent modéré soufflait à environ 20 à 30 km/h et la température avoisinait 0 degré. Un temps typique du mois de mars dans les Alpes dolomitiques. Les touristes venus de différents pays profitaient des joies de la glisse et le téléphérique fonctionnait normalement. À 17h19, la cabine qui descendait vers Cavalese avec 43 passagers à bord s'est soudainement arrêtée. Le système de sécurité automatique s'était déclenché après avoir détecté un croisement entre les câbles porteurs et les câbles tracteurs au niveau du premier pylône. Carlo Schweisser, un employé saisonnier qui n'avait que quelques semaines d'expérience et ne disposait pas de la licence requise, se trouvait dans la salle de contrôle.
La société Società Funivi Cavallese employait des opérateurs non qualifiés pour réduire ses coûts. Ne sachant pas quoi faire, Schweitzer a appelé un collègue. Celui-ci l'a assuré que de tels arrêts étaient de courant en raison de la sensibilité excessive du système automatique et lui a conseillé de désactiver le système de sécurité et de redémarrer la remontée. Monsieur Schweitzer a sorti une clé spéciale et, sans avoir reçu de confirmation officielle, a désactivé le système de sécurité de son propre chef. À 17h20, le téléphérique a redémarré, malgré l'anomalie persistante, le croisement des câbles. Au même moment, dans la deuxième cabine qui montait, se trouvait l'opérateur Giorgio De Matteo, seul passager. Il a remarqué des étincelles et entendu un grincement à l'endroit où les câbles se croisaient. Comprenant la gravité de la situation, De Matteo a essayé d'utiliser le téléphone de la cabine pour avertir le centre de contrôle, mais il s'est aperçu que le téléphone était hors service. Quelques secondes plus tard, les câbles, qui frottaient constamment les uns contre les autres, ont commencé à se rompre. La situation était aggravée par le fait que le téléphérique était réglé à une vitesse élevée, soit 5,5 minutes pour l'ensemble du trajet au lieu des 6,5 minutes recommandées par le fabricant. Cette modification, introduite pour augmenter la capacité de transport, entraînait une amplification des vibrations des câbles. Le croisement des câbles sur le téléphérique de Sermis n'était pas rare, mais le 9 mars 1976, la situation a évolué de manière catastrophique. Après que Carlo Schweitzer ait désactivé le système de sécurité, les câbles ont continué à frotter les uns contre les autres, créant une tension critique dans le métal. Les principaux problèmes qui ont conduit à la catastrophe se sont développés au fil des ans. La société Società Funivi Cavallese a systématiquement enfreint les normes de sécurité pour réaliser des économies et augmenter ses profits. L'enquête révélera par la suite une série d'erreurs qui ont créé les conditions propices à la tragédie. La vitesse élevée du système a été un facteur technique déterminant. À l'origine, le téléphérique était conçu pour parcourir le trajet en 6,5 minutes, mais la direction de la société a réduit ce temps à 5,5 minutes. Cette décision, prise pour augmenter la capacité, a entraîné une augmentation des oscillations des câbles. À une vitesse plus élevée, les câbles porteurs et tracteurs oscillaient davantage, en particulier par vent fort, ce qui augmentait le risque de collision. Le deuxième facteur critique a été la désactivation systématique du système de sécurité. Le système automatique arrêtait régulièrement le téléphérique lorsqu'il détectait un croisement des câbles, mais au lieu de remédier à la cause, les opérateurs se contentèrent de désactiver le système. Cette pratique est devenue si courante que la clé de désactivation s'est usée à force d'être utilisée. Le troisième facteur était les économies réalisées sur le personnel. L'entreprise employait des travailleurs saisonniers non qualifiés au lieu d'opérateurs agréés. Carlo Schweitzer, qui ne travaillait que depuis quelques semaines, ne disposait pas des connaissances nécessaires pour prendre les bonnes décisions dans une situation critique. Plus tard, lors de l'enquête, il n'a pas réussi à passer le test pour obtenir la licence d'opérateur. Tout ce problème était invisible pour les passagers. Parmi les 43 personnes dans la cabine, il y avait des touristes de tous âges, des familles avec des enfants, des écoliers de 30 en excursion, des skieurs allemands de Munich. Aucun d'entre eux ne se doutait du danger qui les guettait. Pendant environ 40 à 50 secondes après le redémarrage du système, les câbles ont continué à frotter, produisant des étincelles que Giorgio De Matteo, depuis une autre cabine, a remarquées. La friction a rapidement détruit les fibres métalliques du câble porteur qui, bien qu'il fût épais de 52 mm et capable de supporter des charges énormes, s'est progressivement affaibli. Pendant ce temps, dans la cabine avec 43 passagers, dont Alessandra Piovezzana, 14 ans, et ses amis, le trajet devenait inquiétant. Après l'arrêt soudain et le redémarrage, certains passagers ont remarqué une oscillation inhabituelle. Certains ont même commencé à rire, prenant le balancement pour un divertissement, sans se rendre compte du danger mortel. À Cavallese, les touristes attendirent l'arrivée de la cabine, sans se douter qu'ils allaient bientôt être témoins d'une tragédie. Les employés de la station inférieure continuaient également à travailler normalement. Dans la salle de contrôle, Carlo Schweitzer ne se rendait pas encore compte des conséquences de sa décision. Pour lui, c'était une situation courante. Le système s'arrêtait souvent, et les opérateurs avaient l'habitude de le redémarrer sans y prêter attention. Ce mépris systématique de la sécurité a créé les conditions qui ont rendu la tragédie pratiquement inévitable. À 17h21, moins d'une minute après le redémarrage du système par Carlo Schweitzer, ce que Giorgio De Matteo, qui observait les étincelles entre les câbles, redoutait arriva. Le câble porteur, qui frottait constamment contre le câble tracteur, céda. Dans un bruit assourdissant, audible jusqu'au centre de Cavallese, le câble d'acier de 52 mm s'est rompu au niveau du premier pylône. À ce moment-là, la cabine, avec 43 passagers, se trouvait à environ 70 mètres au-dessus du sol. Ayant perdu son appui, elle a commencé à tomber rapidement.
Pour les passagers, le temps semblait s'être étiré. Selon le témoignage d'Alessandra Piovesana, la seule survivante, la chute n'a duré que 4 secondes, mais elle a semblé une éternité. Je me suis agrippé à mon amie Francesca. Je ne pouvais plus respirer. J'ai eu l'impression d'être soulevé puis tiré vers le bas par les jambes. À travers la fenêtre, je voyais la terre se rapprocher. 4 secondes, c'est un instant, mais c'est aussi une éternité. J'ai cru que j'allais mourir, se souvient-elle plus tard. Le choc contre le sol a été violent. La cabine légère s'est écrasée sous le poids du chariot de 3 tonnes auquel elle était attachée. Les structures en aluminium et les fenêtres panoramiques ont volé en éclats. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Pendant quelques secondes, le système a continué à fonctionner, traînant la cabine accidentée avec ses occupants sur 100 à 200 mètres jusqu'à ce que Schweitzer l'arrête. La panique s'est emparée des passagers, ceux qui étaient encore conscients criaient de douleur et de peur. Alessandra Piovesana se souvient avoir entendu des voix qui se sont rapidement tues pour toujours. Elle a perdu connaissance, mais a repris conscience avant l'arrivée des secours. À son réveil, elle a essayé de parler à son amie Francesca, mais celle-ci ne répondait pas. À côté, son ami Giovanni pleurait, recroquevillé. Le bruit de la chute et les cris qui ont suivi ont attiré l'attention des employés de la station inférieure qui ont immédiatement appelé les secours. Les premiers secours, composés de policiers locaux, carabinieri et des pompiers du Trentin sont arrivés sur place environ 15 à 20 minutes après l'accident, vers 17h35 à 17h40. Ils ont été rejoints par des volontaires de Cavalese. Les sauveteurs ont découvert un spectacle d'horreur, des morceaux de la cabine, les corps des victimes, des skis éparpillés et des effets personnels. Sur les 43 personnes qui se trouvaient dans la cabine, 42 sont mortes sur le coup ou dans les minutes qui ont suivi l'impact. La seule survivante est Alessandra Piovesana, qui a été protégée des blessures mortelles par les corps des autres passagers qui l'entouraient au moment de la chute. Les secours ont rapidement évacué la fillette vers l'hôpital de Trente. Elle souffrait de blessures graves nécessitant une intervention chirurgicale immédiate, mais sa vie n'était pas en danger. Parmi les victimes, on comptait 15 enfants âgés de 7 à 15 ans, dont beaucoup faisaient partie du groupe scolaire auquel appartenait Alessandra. La nationalité des victimes reflétait le caractère international de la station. 21 Allemands, 11 Italiens, 7 Autrichiens et une Française. Parmi les victimes italiennes figurait une famille de 30, composée de 2 parents et de leurs 2 enfants âgés de 7 et 10 ans. 2 membres de l'équipage ont également perdu la vie, dont Fabio Rustia, un habitant de la région. La nouvelle de la catastrophe s'est rapidement répandue à Cavalese, puis dans toute l'Italie. Une journée tranquille de ski s'est transformée en la plus grande tragédie de l'histoire des remontées mécaniques. Les opérations de sauvetage se sont poursuivies jusque tard dans la nuit du 9 mars 1976. Au matin du 10 mars, tous les corps des victimes avaient été transportés vers une morgue provisoire mise en place par les autorités du Trentin. La difficile procédure d'identification a alors commencé. De nombreuses victimes avaient subi de graves blessures lors de la chute, ce qui compliquait la tâche des proches en deuil. La nouvelle de la catastrophe fit le tour du monde en un clin d'œil. Le New York Times fit sa une de l'événement, le qualifiant de pire catastrophe de téléphérique de l'histoire. Les médias européens réagirent avec encore plus d'émotion, en particulier en Allemagne et en Autriche, dont les citoyens constituaient la majorité des victimes. La mort de 15 enfants a eu un retentissement particulier, rendant la tragédie encore plus déchirante. Un deuil a été décrété à Cavalese. Le prêtre local a célébré une messe commémorative qui a rassemblé des centaines de personnes. Les hôtels de la ville ont été remplis par les proches des victimes venus d'Allemagne, d'Autriche et d'autres régions d'Italie. La municipalité et les agences de tourisme ont aidé à héberger les familles et à organiser le transport des corps vers leur pays d'origine. L'enquête sur la catastrophe a commencé immédiatement. Les experts techniques du ministère italien des Transports ont méthodiquement examiné les débris, les câbles et l'équipement. Une série de violations inquiétantes a rapidement été mise au jour. Vitesse excessive du système, 5,5 minutes au lieu des 6,5 minutes recommandées, recours à des opérateurs non agréés et, ce qui a particulièrement choqué les enquêteurs, désactivation régulière du système de sécurité. Lorsque Carlo Schweitzer a été invité à passer le test pour obtenir la licence d'opérateur, il n'a pas réussi à accomplir les tâches qui lui étaient confiées, démontrant clairement son manque de préparation à assumer des responsabilités. Le coût porté à l'économie et à la réputation de Cavalese a été considérable. Le flux touristique a fortement diminué, en particulier en provenance d'Allemagne et d'Autriche. Les hôtels et les restaurants étaient de vide, et l'économie locale, qui dépendait pour un tiers du tourisme, était plongée dans la crise. La station, autrefois réputée pour ses pentes pittoresques et son hospitalité, était désormais associée à la tragédie. À l'automne 1976, le procès a commencé.
Carlo Schweitzer et 3 autres employés du téléphérique, dont un cadre intermédiaire responsable du recrutement et de la formation du personnel, se sont retrouvés sur le banc des accusés. Les chefs d'accusation comprenaient l'homicide involontaire, la négligence et la violation des règles de sécurité. Les verdicts rendus, en 1977, ont suscité des réactions mitigées. Schweitzer a été condamné à 3 ans de prison, mais a été libéré après 9 mois. Les autres accusés ont reçu des peines similaires. Beaucoup dans la région, en particulier dans le Trentin, considéraient Schweitzer comme un bouc émissaire. Ils estimaient que la direction de la société Società Funivi Cavallese aurait dû assumer une plus grande responsabilité pour les violations systématiques des règles de sécurité et les économies réalisées sur la formation du personnel. Des réunions publiques ont eu lieu à Trente pour discuter des réformes nécessaires dans la gestion des téléphériques. Les familles des victimes ont exigé des indemnités et un renforcement des contrôles de sécurité. Leur persévérance, renforcée par l'écho international, a poussé les autorités italiennes à revoir la législation dans ce domaine. La seule survivante, Alessandra Piovezzana, âgée de 14 ans, s'est retrouvée sous les feux de la rampe. Un long chemin de reconstruction l'attendait, de nombreuses opérations et une rééducation qui s'étaleront sur 5 ans. Mais malgré les épreuves physiques et psychologiques, elle a réussi à retrouver une vie normale et a ensuite choisi la profession de journaliste, devenant ainsi un symbole vivant de la résilience de l'esprit humain face à la tragédie. Une fois le choc de la tragédie quelque peu apaisé, Cavallese fut confronté à une question douloureuse. Que faire maintenant ? La pittoresque petite ville qui vivait du tourisme ne pouvait se permettre de rester coupée de la principale voie d'accès aux pistes de ski. À l'automne 1976, après la fin de l'enquête, la décision fut prise de reconstruire le téléphérique. Le nouveau système était prêt pour la saison hivernale 1976 477. Son inauguration a été suivie de près par la presse et le public. Beaucoup se demandaient si l'on pouvait à nouveau faire confiance à ce téléphérique. Pour dissiper les doutes, la société a organisé des démonstrations publiques du système de sécurité amélioré, qui nécessitait désormais une double autorisation pour être désactivé. Nous avons tiré les leçons du passé, ont assuré les représentants de la société. Mais le retour des touristes a été lent. La confiance a mis des années à se rétablir. En 1977, un modeste mémorial a été érigé à l'endroit où la cabine s'était écrasée, avec une plaque de granit portant les noms des 43 victimes. Un petit jardin a été aménagé autour où des fleurs s'épanouissent chaque printemps. À proximité se dresse une simple croix en hommage aux traditions chrétiennes de la région. Ce coin tranquille, entouré de montagnes majestueuses, est devenu un lieu de pèlerinage pour les familles des victimes et un symbole de la fragilité de la vie humaine. Alessandra Piozzana, qui a miraculeusement survécu à la catastrophe, est devenue le symbole vivant de cette journée. Après 5 ans d'opération et de rééducation, elle a retrouvé une vie normale. Journaliste de profession, Alessandra a parfois écrit sur son expérience de survie et son processus de guérison. « Cette tragédie a déterminé ma vie, mais j'ai refusé de la laisser déterminer mon avenir », a-t-elle déclaré dans une interview à l'occasion du 20e anniversaire de la catastrophe. Jusqu'à sa mort des suites d'une maladie en 2009, elle se rendait régulièrement aux cérémonies commémoratives à Cavallese, incarnant la force de l'esprit humain face à l'adversité. L'impact de la catastrophe a largement dépassé les limites de la petite ville alpine. La tragédie de Cavallese a marqué un tournant pour la sécurité des remontées mécaniques dans le monde entier. En Italie, des lois strictes ont été adoptées, imposant une licence obligatoire aux exploitants et des contrôles techniques réguliers. La Suisse et l'Autriche ont suivi cet exemple en révisant leurs normes de sécurité. Des années après la tragédie, Cavallese a dû subir un nouveau coup dur. En 1998, un avion militaire américain volant à une altitude trop basse a sectionné le câble du téléphérique, causant la mort de 20 personnes. Cette deuxième catastrophe, bien que survenue pour des raisons totalement différentes, a semblé confirmer que Sermis était marqué par le tragique. Aujourd'hui, si vous visitez Cavallese, vous verrez un téléphérique moderne qui ne ressemble guère au système de 1976. De petites cabines ont remplacé les grandes, les technologies de sécurité les plus récentes ont été installées et un contrôle permanent a été mis en place, tout cela en réponse aux leçons du passé. Les touristes remontent à nouveau les pentes du Sermis pour profiter des vues imprenables sur les Dolomites. Le souvenir de la tragédie s'estompe peu à peu. La jeune génération d'habitants de Cavallese en sait souvent plus sur la catastrophe de 1998 en raison de son retentissement international. Mais chaque année, en mars, les habitants se rassemblent dans l'église locale pour honorer la mémoire des victimes. Ils déposent des fleurs au mémorial, allument des bougies et prononcent en silence les noms de ceux qui ne sont pas revenus de la montagne en ce jour fatidique du 9 mars 1976. La catastrophe du téléphérique de Cavallese,
qui a coûté la vie à 42 personnes le 9 mars 1976, reste la plus meurtrière de l'histoire de ce type de transport. Mais derrière ces chiffres bruts se cache une profonde tragédie humaine et une leçon que le monde a apprise à un prix trop élevé. Dans l'histoire de Cavales, le contraste entre la beauté incroyable du lieu et la tragédie qui l'a marqué à jamais est saisissant. Dans ces mêmes montagnes qui attirent les touristes avec leurs vues imprenables et leurs magnifiques pistes, se cache le souvenir du jour où une simple infraction aux règles de sécurité a entraîné une perte irrémédiable. Cette catastrophe n'était pas le résultat d'une catastrophe naturelle inattendue ou d'une défaillance technique inévitable. Elle était le résultat d'une série de décisions négligentes. Économie sur la formation du personnel, désactivation du système de sécurité, augmentation de la vitesse pour gagner plus d'argent. Prises séparément, chacune de ces décisions pouvait sembler être un compromis insignifiant, mais ensemble, elles ont créé les conditions propices à la tragédie. Aujourd'hui, en passant devant le modeste mémorial où sont inscrits les noms des victimes, les visiteurs de Chermis s'arrêtent un instant. Ce silence est un hommage aux victimes, mais aussi un rappel que derrière chaque réglementation technique, derrière chaque système de sécurité, il y a des vies humaines. Et aucun intérêt commercial ne vaut la peine de négliger cette simple vérité. Avez-vous déjà été confronté à une situation où les règles de sécurité vous ont semblé trop strictes ou excessives? L'histoire de Cavalese nous incitera peut-être tous à porter un regard différent sur ces restrictions gênantes. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous que nous avons tiré les leçons de telles tragédies ou que la recherche du profit et du confort prime toujours sur la sécurité? Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour nous. Abonnez-vous également à notre chaîne, de nombreuses histoires incroyables et parfois choquantes vous attendent. Prenez soin de vous et à bientôt dans les prochains épisodes.